Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mircea Polozan, je suis psychiatre à Grenoble. Et c'est là où effectivement la stimulation cérébrale profonde, en tout cas l'ère moderne de la stimulation cérébrale profonde, a pu voir, je dirais, son développement avec Halim Louis Benabid en particulier dans les années 80. Et donc, je vais vous détailler également le début de l'histoire concernant donc la stimulation et son application dans les troubles psychiatriques et en particulier dans les troubles obsessionnels compulsifs. Je voulais tout d'abord remercier vivement le professeur Benazouz et le professeur Elotmani pour l'invitation et tout le comité d'organisation pour l'invitation et l'honneur que vous me faites de me faire participer à cette conférence que je trouve très intéressante et en plus dans un endroit magnifique. Donc merci encore. Donc je vais essayer et c'est un peu mon problème, de m'inscrire dans le timing qu'on m'a donné pour essayer de vous faire peut-être redécouvrir ou en tout cas pointer un peu l'intérêt de cette approche dans les troubles psychiatriques qui sont effectivement, je ne peux pas dire plus complexes que les troubles neurologiques, mais moins bien compris jusqu'à présent. Donc on essaye d'avancer au même rythme que les neurologues, ce qui est pas facile. Tout rapidement, en fait, je voulais vous rappeler qu'en psychiatrie, on possède, on va dire, un arsenal de stratégies de stimulation, de neuromodulation cérébrale qui commence à être assez large. Donc, je préfère le terme de neuromodulation parce que par stimulation, on a un tout petit peu l'impression qu'il y a une activation des aires stimulées. Or, c'est pas vraiment le cas. En plus, en stimulation profonde à haute fréquence. Et donc, on a des techniques assez anciennes, mais qui marchent très bien, comme l'électroconvulsivothérapie dans les troubles de l'humeur en particulier. Et puis, on a, en fonction d'un degré d'invasivité plus ou moins important, d'une focalisation plus ou moins importante sur certains neurocircuits, donc des stratégies autres, comme la stimulation magnétique transcrânienne ou donc la stimulation cérébrale profonde et plus récemment, donc la stimulation par ultrasons. Donc, tout ça pour vous rappeler que pour l'instant, en fonction de ce niveau de preuve, donc les recommandations actuelles, comme vous voyez en haut dans le tableau, donc la stimulation par RTMS, elle est considérée comme un niveau 1 d'efficacité et de tolérance et donc de recommandation, mais pour qui? Pour des troubles dépressifs qui résistent à un traitement antidépresseur. Donc, en pratique, qui d'entre vous va prescrire la RTMS pour un patient qui résiste à un traitement antidépresseur? Tout ça pour vous dire que probablement il y a certains patients, certains profils de plus ou moins intolérants à des traitements médicamenteux qui pourraient effectivement bénéficier, mais en réalité, la grande majorité d'entre nous va essayer un deuxième ou un troisième antidépresseur avant d'arriver à des stratégies aussi complexes que la TMS, par exemple. Il y a l'ECT et tout ça. Donc vous voyez que finalement, la stimulation cérébrale profonde reste à un niveau investigationnel, expérimental. Et pour les troubles obsessionnels compulsifs, la seule stratégie de stimulation qui est approuvée, c'est la stimulation TMS profonde, la Deep TMS avec une bobine en H. Et donc, la stimulation cérébrale profonde, elle est à un niveau compassionnel aux USA, mais certains pays de l'Europe, c'est pas le cas malheureusement pour la France, ont reconnu cette stratégie également comme potentiellement utile et reconnue au niveau des guidelines respectifs. Comment en est-on arrivé et pour quels patients on arrive à proposer cette approche par stimulation cérébrale? Je voulais juste vous rappeler un tout petit peu quels sont les bénéfices que l'on peut attendre des stratégies qui sont validées, usuelles, conventionnelles. Donc en pratique, en psychiatrie, ce sont les stratégies pharmacothérapiques et psychothérapiques. Et donc vous voyez sur le score de Y-Box, donc le score de Y-Box qui illustre, on va dire, la sévérité d'un trouble obsessionnel compulsif qui va de 0 à 40. Alors jusqu'à 7, c'est la grande majorité d'entre nous, on se considère comme étant
sont normaux, et au-delà, donc entre 7 et 40, vous avez donc des troubles qui sont sévères, au-delà de 25, très sévères. Et donc, vous voyez que la pharmacothérapie peut conduire à une réduction jusqu'à environ 5 points. Donc, s'il y a un patient qui a un score de 35, donc il va passer de 35 à 30, donc il va rester encore sévère. Et si l'on combine la pharmacothérapie avec la thérapie cognitivo-comportementale, qui est celle reconnue comme étant la plus efficiente parmi les psychothérapies, donc vous voyez qu'on peut arriver jusqu'à 12 points environ de réduction, alors que dans les stratégies émergentes, la Deep TMS, donc qui est reconnue actuellement dans les traitements par neurostimulation, donc vous voyez qu'avec la Deep TMS, on peut avoir une réduction de 6 points, alors que la placebo, la bobine placebo, donc entraîne déjà une réduction de 3 points. Donc tout ça pour vous illustrer, je dirais, les exigences que l'on peut avoir avec nos traitements, en considérant que le maximum que l'on peut obtenir, ça va jusqu'à 12 points de réduction. Donc où est-ce qu'on situe donc notre stimulation cérébrale profonde et pour quels patients? Donc en général, on prend excusez-moi le terme, les pires patients, donc les patients les plus complexes, les plus résistants. Donc, au-delà de la sévérité, puisque le patient peut être sévère mais pas résistant, donc il faut qu'il soit sévère, résistant aux différentes lignes de traitement qu'on a établies, et en plus handicapé. Et l'handicap doit être bien corrélé à la maladie particulière qu'on vise et pas à des troubles comorbides ou une dépression éventuellement associée ou un trouble de la personnalité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est vraiment le rôle du psychiatre dans la sélection des patients qui vont pouvoir rentrer dans des protocoles de stimulation cérébrale profonde. Et donc, vous voyez ici, je dirais, les ambitions que l'on peut avoir avec nos stratégies donc conventionnelles, puisqu'on considère qu'il y a une réponse au traitement lorsqu'on a une réduction de 35% de la sévérité de la maladie. Or, si l'on pense à des troubles de l'humeur, où on atteint 50% de réduction pour considérer qu'il y a une réponse thérapeutique, ça veut bien dire que l'on considère que dans les TOC, les patients vont répondre un tout petit peu moins bien que dans les troubles de l'humeur. Donc, on considère qu'il faut qu'il ait une certaine évolution de la maladie, donc au moins 5 ans d'évolution avant d'éventuellement proposer une stimulation cérébrale profonde, qui ait une sévérité conséquente et qu'il ait résisté donc aux plusieurs lignes de traitement, donc au moins 2 ISRS, 2 sérotoninergiques sélectifs, la clomipramine qui reste quand même un gold standard malgré la tolérance plus ou moins bonne, et puis des stratégies de potentialisation, en particulier par antipsychotiques atypiques et en particulier donc par aripiprazole ou quetiapine ou risperidone, et puis le lithium, et puis selon certains, alors c'est plus ou moins discuté, le clonazepam. Et puis, vous avez effectivement besoin que le patient ait résisté à des approches par thérapie cognitivo-comportementale bien conduites et qu'il ait pu donc s'inscrire dans des programmes d'exposition avec prévention à la réponse ritualisée. Alors, vous connaissez déjà la stimulation et comment cela se déroule, mais je me permets juste de vous rappeler le long parcours d'un patient donc dans un protocole de stimulation cérébrale profonde où certes, le chirurgien, et donc vous avez ici, j'ai eu le plaisir lors d'un congrès de présenter avec Monsieur Benabid. Donc le chirurgien a sa place qui est essentielle puisqu'il met l'électrode là où il faut et effectivement ils sont très forts, ils arrivent à avoir une précision inframillimétrique. Mais en tant que psychiatre, on s'occupe de ces patients-là à toutes les autres étapes, donc notamment la sélection des patients, je dirais éliminer les diagnostics différentiels, retrouver le profil optimal, ça prend des mois. Ensuite, effectivement, là, le temps chirurgical arrive avec la mise en place de l'électrode, la participation à justement l'étude, et j'insiste, et M. Benazouz l'a bien démontré également, sur cette étape électrophysiologique qui est une étape essentielle pour conditionner les résultats ultérieurs. Et puis, donc, un testing aigu de la stimulation, tout ça, nous, on le fait sous
sous anesthésie locale à Grenoble. Et ensuite, vous avez la longue route de l'optimisation de la stimulation, de l'optimisation du traitement. Et cela, effectivement, on le fait, nous, en tant que psychiatres, jusqu'à une nouvelle étape chirurgicale. Lorsque la pile s'épuise, on doit remplacer la pile, puis on reprend le long parcours du patient respectif. Donc, je vais essayer de faire, bref, une thérapie et des études qui sont assez longues. Donc, à Grenoble, nous avons commencé en 2005. Donc, vous voyez que bientôt, je pense qu'on va arriver à 20 ans de recul. On avance peut-être plus lentement que les neurologues. Donc, vous avez ici M. Benabid et M. Pollack qui ont contribué donc au développement de l'ère moderne de la psychiatrie, de la stimulation cérébrale profonde en neurologie, pardon. Alors que en psychiatrie, donc vous avez surtout donc l'équipe belge avec Bart Newton et Verle-Visser-Van de Waal qui ont commencé avec la stimulation dans les TOC et dans le gîte de la Tourette respectivement. Et dans les TOC, je vous ai sélectionné ici le tableau des principales études randomisées contrôlées, puisque ce sont celles qui ont le poids le plus important. Et donc, vous voyez qu'on a en fait deux catégories de cibles, le noyau subthalamique, c'est l'obsession grenobloise, et puis la cible que j'appellerais striatale, qui regroupe en fait plusieurs cibles, le noyau accumbens, la partie ventrale de la capsule antérieure, le bras donc antérieure de la capsule interne et la strie terminale. Tout ça, donc je vais essayer de la qualifier comme étant une cible striatale, puisque vous voyez qu'elle regroupe plus ou moins, je dirais, des cibles dans une région très proche, et d'autant plus, je dirais, que les paramètres de stimulation utilisés dans ces études-là permettent en fait un recrutement assez large des cibles respectives. Et donc vous voyez qu'on a globalement des résultats à court terme qui peuvent être plus ou moins ambitieux, mais on retrouve finalement un taux de répondeurs qu'on n'arrivait pas du tout à imaginer chez ces patients résistants aux différentes thérapeutiques conventionnelles que je vous ai évoquées. Et donc les revues plus récentes permettent en fait de souligner le fait qu'on a à peu près une réduction de 13 points, donc vous imaginez par rapport à ce qu'on obtient avec les approches conventionnelles, chez à peu près la moitié des sujets qui sont répondeurs complets. Vous voyez que vous avez 3/4 des patients qui répondent, donc environ 66-70% des patients qui sont full responders, ce qui est une réussite remarquable. Alors, je vais plutôt vous présenter dans un ordre qui n'est pas tout à fait chronologique, mais qui est un tout petit peu plus logique, avec un rationnel pouvant justement appuyer le choix de cette cible subthalamique. Donc, j'ai appris hier soir que vous avez également fait le pari de cette cible pour le premier patient TOC qui a été opéré au Maroc. Et donc, pourquoi vous avez bien fait de choisir cette cible subthalamique. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats de nos études qui ont été réalisées durant toutes ces années. Et donc, comme l'a souligné le professeur Benazouz, donc, si l'on compare ce qui se passe dans le noyau subthalamique des patients TOC et parkinsoniens, donc on voit qu'effectivement, vous avez une proportion. Certes, on ne peut pas avoir des sujets témoins à côté pour voir comment l'activité du STN est chez un sujet témoin, puisque par rapport aux travaux précliniques, on ne peut pas implanter des sujets sains, mais on peut se comparer à ce que l'on retrouve dans la maladie de Parkinson, dans la partie sensorimotrice, dorsolatérale, donc où cette activité burstée était considérée comme étant un marqueur du dysfonctionnement de la boucle motrice. Et bien donc on retrouve dans la partie antéroventrale du STN, chez les patients TOC, une même proportion de environ 70% des neurones qui ont une activité burstée. Donc on peut imaginer qu'il y a ce marqueur qui existe également dans cette partie antéroventrale du STN chez les patients TOC. De plus,
Lorsque le patient, en utilisant une tâche de prise de décision et de matching entre deux images, donc lorsque le patient va être amené à vérifier, donc va être soumis au doute et à la propension à la compulsion de vérification, ben donc on a un firing rate en fait beaucoup plus important lorsque le patient va vérifier, donc va douter et va vérifier, que lors des essais où il ne vérifie pas. Et c'est bien effectivement l'équipe de Bordeaux qui nous a aidés pour réaliser cette étude-là. De plus, par rapport à ce que vous avez vu concernant cette topographie fonctionnelle, ce qui est intéressant, c'est que l'on a retrouvé, lors de l'exploration péropératoire électrophysiologique, des neurones qui interviennent certes dans des actions d'inhibition, d'arrêt d'une action, ce qu'on appelle les stop neurons, avec un essai, avec une tâche de stop signal task. Donc on a pu retrouver des neurones qui vont agir, qui vont s'activer lors de ces arrêts d'un comportement, et ça c'est très pertinent pour un TOC qui doit réaliser et qui doit arrêter les compulsions respectives, mais également donc des neurones qui vont décharger lors des erreurs, donc lors d'un monitoring de l'action, tout ça pour vous indiquer qu'au sein de ces noyaux, de cette partie interventrale du noyau subthalamique, vous avez des neurones qui vont être impliqués dans différentes fonctions et qui vont permettre justement d'intégrer ces différentes fonctions exécutives, de monitoring des erreurs, en plus de ces actions d'inhibition. Donc les deux très pertinentes pour la maladie pour un TOC. Et puis vous avez effectivement, donc, comme vous voyez, une répartition de ces neurones dans la partie ventrale, plutôt des neurones qui vont être impliqués dans cette inhibition que dans les autres régions du STN. Donc on a bien raison de viser cette partie antéroventrale du STN que l'autre. Et on a eu la chance d'implanter 2 patients, et donc en LFP, dans la période juste post-opératoire immédiate avant de mettre en place le stimulateur. Donc on peut enregistrer des potentiels champs locaux. Et donc on a comparé lors d'une exécution d'une tâche, lorsque le patient y fixait la croix de fixation, et les périodes où il ne pouvait rien réaliser de par le fait qu'il était obsédé, pris par ses obsessions et les compulsions respectives. Donc il était bloqué, sidéré par ses obsessions. Donc on a pu comparer ainsi et constater qu'il y a une augmentation de l'activité oscillatoire de basse fréquence dans les fréquences delta, alpha, durant ces symptômes obsessifs aigus. Donc on a pu ainsi constater ce qui se passe pas seulement au repos, mais seulement quand il est pris par ces symptômes respectifs. Et je vais vous montrer d'autres arguments qui nous étaient, on va dire, dans le choix de cette partie, de cette cible dans les TOC, et en particulier de certains marqueurs qu'on pourrait peut-être utiliser pour arriver vers une stimulation adaptative. Et donc là, je voulais vous montrer justement l'implication de cet STN dans un processus métacognitif, puisque la confiance que l'on peut avoir dans nos actions, dans nos réponses, dans nos décisions, c'est bien un processus métacognitif. Et donc pour vous illustrer justement dans quel difficultés ces patients peuvent se retrouver. Donc j'ai cité ici que le patient il était en train de douter à un moment donné, et donc il m'avait dit qu'il était en train de douter du fait qu'il doutait. Donc il savait même plus en fait de quoi il doutait, et il doutait même de ce qu'il était en train de me dire à ce moment-là, pour vous dire donc dans quelle boucle infernale ils peuvent se retrouver. Et donc on a essayé d'utiliser donc une tâche de décision perceptuelle où des stimuli, notamment des visages, étaient plus ou moins immergés dans un bruit visuel, dans un bruit de fond, et ensuite on demandait aux patients de nous donner un rapport de confiance. Donc c'est comment les neurosciences cognitives nous permettent un peu, l'électrophysiologie nous permettent un peu d'étayer l'hypothèse respective. On a retrouvé, lorsque le patient signalait donc le visage, le stimulus respectif dans le bruit, on a retrouvé une corrélation entre l'intensité du stimulus et l'intensité des oscillations θ, donc des oscillations de basse fréquence chez ces patients, corrélation qui existait également avec le niveau de confiance
que le patient pouvait avoir. Donc plus θ augmentait, plus il y avait une confiance dans ces rapports, dans ces décisions. Et donc on a pu ainsi tenter de modéliser, ce sont des résultats préliminaires réalisés avec donc mes doctorants. Une modélisation de ce processus où les oscillations θ peuvent contribuer, peuvent être impliquées dans cette confiance. Or, le doute est une caractéristique, je dirais, du TOC déjà depuis les descriptions initiales faites par Henri Legrand-Dussol de Bicêtre. Une autre dimension qui est très pertinente pour un TOC, c'est justement cette capacité, cette indécision et donc la capacité de décider. Or, finalement, dans la vie de tous les jours, à chaque fois, on prend des décisions et on peut être plus ou moins confiant par rapport à ces décisions-là. Et donc, ces décisions, finalement, elles ne sont pas si unidéterminées, elles sont déterminées par différentes valeurs des stimuli ou du contexte respectif. Et on a essayé de prendre en compte éventuellement, vous savez, des perspectives de gain, de réussite ou de perte. Donc, de modéliser ça via un test qui permettait de prendre en compte les possibilités de gain, les possibilités de perte, et puis la difficulté de la tâche. Le patient devant arrêter une bille qui passait à travers un tunnel et il devait deviner, à un moment donné, elle disparaissait. Il devait arrêter la progression de cette bille au moment où il considérait que la bille était dans cette partie-là du tunnel. Donc, il devait prendre des décisions et ensuite être plus ou moins confiant dans cette décision-là. Et on a retrouvé pareil, ce qui nous a réjoui, en fait, une proportionnalité, une corrélation entre la perspective de gain et les oscillations θ. Donc, c'était une corrélation positive, une corrélation négative avec les perspectives de perte et également une corrélation avec le degré de difficulté de la tâche. Donc, on avait ainsi toujours ces activités θ qui pouvaient encoder en fait des prises de décision en fonction de différentes de multi-attributs, donc de différents paramètres qui sont pris en compte. Et la dernière étude que je voulais vous montrer a été réalisé avec une tâche de switch qui explore la flexibilité, la possibilité justement pour un sujet qui a un TOC de passer d'un comportement inadapté, compulsif vers un comportement plus adapté. Et bien grâce à cette flexibilité que l'on doit développer chez ces patients-là, donc on avait utilisé une tâche de switch et on a essayé de comparer, je ne vais pas vous détailler tout, avec ce qui se passe, la question de tout à l'heure chez des patients épileptiques, donc dans le dorsomédial, dans le cortex préfrontal dorsomédial. Mais là, vous avez donc ce qui se passe dans le noyau subthalamique des patients TOC. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une proportionnalité, une corrélation entre donc l'activité θ, on a essayé de comparer avec l'activité gamma qui est en bas. Et donc ici, j'espère que vous voyez mon pointeur. Donc, on a constaté en fait que lorsque le patient n'avait pas de switch à faire, versus les switches réussis et les switches erronés, donc vous voyez qu'il y avait une augmentation progressive de ces oscillations θ. Donc, plus θ augmentait, plus ça permettait au patient de faire un switch. Mais si ça augmentait trop, vous aviez des switches erronés. Donc, en fait, la conclusion est, en plus que vous avez ici un peu de la corrélation entre les oscillations θ et les performances. Donc, plus le θ augmente au-delà d'une certaine valeur, plus les performances diminuent. Tout ça, en résumant, voudrait dire qu'on a besoin d'une augmentation des oscillations θ, mais jusqu'à un certain niveau. Au-delà, on va se retrouver avec des temps de réponse plus rapides, donc impulsifs, avec des erreurs. Donc, ça nous a reconforté un peu sur le rôle de cet STN et une dimension comportementale essentielle dans le TOC. Et le groupe de Jérusalem qui a également enregistré avec des dispositifs qui enregistrent au long cours des LFP, des dispositifs de chez Medtronic. Et on a pu retrouver une corrélation, donc vous voyez ici
ce qui se passe dans le STN ventromédial et donc dans le STN dorsolatéral. Et donc vous voyez ici donc les oscillations de θ dans la partie ventromédiale qui est corrélée avec la sévérité de la maladie. Et ce n'est pas le cas avec les oscillations bêta qui peuvent exister. Donc les bêta peuvent exister également dans l'antéroventral, mais ce sont les oscillations de θ qui sont corrélées avec les symptômes du TOC. Et last but not least, on a essayé de faire en imagerie donc une étude lors d'une collaboration entre nous et Cambridge. On a essayé de savoir quel est le degré de connectivité plus important entre le volume du noyau subthalamique et différentes aires corticales qui peuvent être impliquées dans des processus qui sont utiles dans les TOC. Donc, en essayant de dissocier la partie motrice du STN de la partie non motrice sur la base d'une connectivité avec le putamen, qui est forcément motrice, et avec le striatum ventral, réputé limbique. Et donc, vous voyez ici, dans la partie antéroventrale du STN, vous avez des hotspots là, de connectivité plus importants avec le dorsolatéral, avec le singulaire antérieur dorsal, la pré-SMA. Donc, toute cette région antéroventrale du STN est bien corrélée avec des régions bien connectées avec des régions qui sont impliquées dans les processus liés au TOC. Et comme par hasard, les contacts que j'ai utilisés le plus souvent et qui ont permis des améliorations plus importantes se retrouvent bel et bien dans cette partie antéroventrale du STN. Et donc, tout ça nous a bien reconforté dans l'idée que c'est la partie la plus importante du STN pour les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc, c'est vrai que d'une manière chronologique, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais bon, vous voyez ici donc les résultats que l'on peut avoir avec le STN. Vous connaissez peut-être déjà la puissance de tel outil, et donc vous voyez ici dans la vidéo de gauche que je vais vous montrer. Un patient parkinsonien que vous connaissez comme étant très rigide, apathique et akinétique. Donc, si on déclenche la stimulation, vous voyez l'effet que ça peut entraîner très rapidement. Donc, on peut retrouver des effets limbiques où le patient peut se retrouver. Donc le neurologue qui est Paul Crack devant lui, M. Benabid, il était à sa gauche. Et donc vous voyez que d'un coup, il peut devenir très flexible au niveau moteur. Donc pour vous illustrer justement la puissance des effets, pas seulement moteurs, mais également limbiques de la stimulation du STN chez un patient parkinsonien. Et donc vous voyez à droite, je vais vous illustrer l'effet donc chez un patient TOC. Alors c'est un patient TOC qui avait quelques tics au départ et par la suite, il a développé un vrai TOC où chaque mot, tout stimulus, que ce soit auditif, écrit ou autre, qui pouvait avoir trait à la mort, lui déclenchait des compulsions de léchage et il devait lécher sa montre, il devait lécher ensuite au plus bas, donc le bureau, par terre, etc. Et donc, on a inventé pour essayer d'explorer, surtout en pair-up, très rapidement, donc une phrase qui pouvait, on va dire, contenir des stimuli provocatifs. C'était le serpent, il est mort d'une crise cardiaque, il est enterré au cimetière, c'est le déclencher des TOC. Donc vous allez voir comment il réagit. Bon, est-ce que vous pouvez me répéter la fameuse phrase? Non, non, impossible. Le serpent, il est décédé. Non. Donc le il fait est enterré au cimetière. Non. Je peux pas du tout. Autant je pourrais... Même si c'est moi qui l'ai dit, ça vous stresse. Ça me stresse. Je veux dire le serpent. Il ne savait pas qu'il était stimulé. Je veux dire déjà le serpent. Ça me fait pas grand chose, il est mort, il a une crise cardiaque, non. A priori ça va, mais je sais pas si c'est un effet psychologique parce que vous m'avez fait semblant, puis je me dis tiens, allez, je suis branché, allez, vas-y, c'est bon, ou est-ce que c'est parce que... Ça, ne réfléchissez pas, est-ce que vous avez à le dire ou non? Oui. Allez-y. Le serpent.
Non, le serpent, il est mort, il est décédé, il est enterré au cimetière, une crise cardiaque. Et puis Jacques Chirac, il a un accident vasculaire cérébral. Moi, il n'est pas mort, il s'en est sorti, mais ça va. Il n'aurait jamais pu le dire s'il n'avait pas été stimulé. Je veux dire, déjà, et vous voyez comment, même au niveau de l'expression faciale, ça change, il est plus détendu, il est capable de rigoler, alors que ces éléments-là, le stressé... Alors, avec un design très robuste, en double aveugle, etc., on a pu montrer qu'effectivement, la stimulation à court terme, donc à 3 mois, entraînait une efficacité remarquable chez ces patients résistants. Donc, c'est important d'aller au-delà, puisque à court terme, donc vous voyez, vous pouvez avoir donc des fluctuations de troubles obsessionnels compulsifs. Or, donc c'est important d'essayer de consolider, de confirmer l'efficacité à long terme, et c'est ce que l'on a fait. Donc vous avez ici à droite donc les résultats de notre cohorte, et puis à gauche les résultats d'une cohorte nationale qui inclut également une partie de nos patients. Et donc vous voyez que dans la cohorte nationale, vous avez 75% des patients qui sont répondeurs à long terme, alors que nous avons également trouvé une amélioration déjà durant la première année qui se stabilise par la suite, et on a retrouvé 70% de nos patients qui étaient améliorés, et on avait à peu près 28% qui se considéraient quasiment guéris. Donc certes, on a quelques effets indésirables, mais que vous connaissez, donc du coup je ne vais pas forcément les détailler, mais je vais vous montrer juste ce que cela peut entraîner à court terme chez ce même patient. Donc, lorsqu'on a juste la stimulation, peut-être comme un neurologue peut le faire, puisque c'était un neurologue à cette époque-là, puisque je devais être en aveugle. Et donc, je vous laisse découvrir cet entretien qu'il a réalisé. Donc, Claire Ardouin, c'était la neuropsychologue de l'époque. Et donc, il y avait Monsieur Chabardès, qui est le neurochirurgien qui travaille avec Monsieur Benabid, avec qui je travaille actuellement, avec Paula et Crac, qui était neurologue. Comme si j'étais, comme je dis à madame Claire Ardouin, comme si j'étais né hier, une autre vie. Donc dites-moi votre phrase standard, le serpent qui va Le serpent est mort, il a une crise cardiaque et il est au cimetière, quoi. Il a eu un infarctus. J'espère que le charmant monsieur Benabid ne fera jamais d'AVC, une connerie comme ça, hein, parce que je tiens à lui, vous tous, et lui particulièrement parce que c'est un crack, puisqu'il est entouré de monsieur Crack et monsieur Pollack. Sinon, ça va barder. Hein. Donc, peu de temps après cette vidéo, finalement, il s'est retrouvé dans un état maniaque. J'étais à l'époque encore aux États-Unis. Il m'avait appelé sur mon portable pour me dire qu'il était comme dans Bryce the Nice. Il était capable de m'aider à gérer la suite des patients. Il avait un peu une grandeur, une estime de soi très développée, etc. Donc, c'est quelque chose qui était très révertible facilement. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut gérer ces effets qui sont effectivement une stimulation induite. Et donc, très rapidement, puisque je vois que le temps passe vite, on a essayé d'évaluer, donc j'avais essayé d'évaluer dans la cohorte actuelle le gain en qualité de vie avec la SF36. Et donc, vous voyez qu'au-delà de l'amélioration clinique, on a une amélioration de la qualité de vie, surtout de la qualité de vie donc psychique, qui est de 47%. Or, si vous comparez avec je dirais une stimulation qui est validée, une indication qui est validée comme la maladie de Parkinson, vous voyez que l'amélioration donc avec la SF36 elle est de 21%, alors que l'amélioration donc psychique elle est de 6% dans la maladie de Parkinson avec la STN-DBS. Donc pour vous dire que effectivement on peut encore mieux améliorer peut-être plus la qualité de vie que la sévérité des symptômes en y associant une psychothérapie. On reste aussi psychiatre. Et donc, vous voyez ici donc, les résultats d'une étude néerlandaise où l'amélioration elle est accrue en rajoutant la TCC. Et puis, donc, nous avons trouvé entre Grenoble et Créteil une amélioration surtout au niveau thymique lorsque l'on rajoute la TCC et peut-être un peu moins au niveau de la sévérité des TOC. Mais ça peut restaurer peut-être la sensibilité à la TCC chez ces patients.
Alors, la comparaison entre les différentes cibles, donc elle est un peu difficile à faire. Je vais être très bref. Donc, il y a eu 2 essais du groupe de Londres et du groupe de Marie-Laure Velter, donc à Paris. Et en fait, ce que l'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait une amélioration, que ce soit avec le STN ou la cible striatale. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, avec le STN, vous améliorez nettement la flexibilité, alors qu'avec la VCVS, vous améliorez l'humeur. Or, certes, si vous améliorez l'humeur, le patient va accepter, va tolérer un peu mieux les stimuli, les symptômes, mais n'aura pas un bénéfice stricto sensu sur ces TOC. Et puis, l'étude parisienne n'a pas pu différencier les deux à court terme, mais à long terme, tous les patients de l'étude parisienne ont préféré la stimulation en aveugle du STN. Donc, comment on peut améliorer ça? Ben, évidemment, en essayant d'améliorer le targeting ou en essayant d'améliorer donc le biomarqueur qui peut nous servir pour la stimulation. Donc, on a essayé de faire une comparaison entre l'étude donc de la cible striatale et du STN, et on a retrouvé quelles sont les fibres, quel est le neurocircuit, je dirais, optimal à stimuler pour obtenir des effets cliniques bénéfiques. Et donc, vous voyez ici toutes les cibles striatales et donc le STN. Et donc, ça, c'est le faisceau qui il serait idéal à stimuler pour obtenir un bénéfice clinique. Or, vous voyez que ça passe bien par le STN et pas par les cibles striatales. Excusez-moi si dans la salle, il y a des adeptes du VCVS. Donc finalement, c'est bien le STN qui devient un peu le chef d'orchestre qui permet d'adapter un peu mieux le comportement à l'environnement et d'améliorer les TOC. Et donc là, c'est juste un case report où j'ai amélioré effectivement les résultats d'une patiente sans le savoir. Donc a posteriori, j'ai réalisé que j'ai effectivement réussi, en modifiant les paramètres de stimulation, à recruter davantage des fibres de ce fameux hotspot respectif. Et donc, pour améliorer la stimulation, on pourrait se dire, bon, ben, on peut essayer de trouver un marqueur qui permettrait de s'appuyer dessus pour essayer de définir donc une stimulation adaptative. Et donc, il y a des travaux en cours. Là, c'est un exemple en Californie où ils ont développé tout un logiciel en fait d'évaluation de la du visage, de l'expression faciale et en même temps les mesures de différents paramètres. Et donc, on a retrouvé effectivement une corrélation avec les oscillations de basse fréquence et l'intensité des symptômes obsessionnels compulsifs. Donc, je conduis actuellement une étude qui finalement va inclure un nombre de patients assez conséquent. D'ailleurs, finalement, je pense que c'est l'étude qui a le N le plus élevé dans les études de DBS dans le TOC, puisqu'on attend 60 patients. Donc, on va inclure effectivement les derniers patients cette année et on aura les résultats l'année prochaine. Donc, j'espère qu'on pourra effectivement arriver à trouver des biomarqueurs prédictifs de la réponse. Et je ne vais pas m'étaler puisque je vois que le temps est nettement écoulé, pour vous dire que donc effectivement dans la dépression on peut avoir des résultats, on peut avoir une multitude des cibles, je dirais proposées, comme ça a été indiqué. Finalement on était très enthousiaste par rapport à la stimulation du singulaire 25 avec des résultats un peu moindres. Alors si vous me permettez, je vais vous montrer juste 2 vidéos pour vous dire que néanmoins c'est une stimulation qui peut s'avérer très efficace pour certains patients. Donc vous voyez ici l'exemple d'une patiente dans l'étude de stimulation du singulaire. Est-ce que ça a changé pour vous depuis à peu près quand et comment vous sentez-vous actuellement? Alors pour moi, ça a changé beaucoup de choses au niveau physique, puisque j'ai repris goût à la vie, je n'ai pas fait du sport, je reprends même plaisir à me faire coquette, puisque avant j'avais plus envie, je ressentais plus rien, et maintenant par contre maintenant j'ai envie de faire plaisir aux gens, de me faire plaisir et de me sentir bien dans ma peau. Voilà. En pourcentage, vous trouvez que vous êtes amélioré d'à peu près combien? Sur 10, 10 sur 10. Hein. Donc de 100%. Ah oui.
Oui, c'est ça. Vous retrouvez l'état antérieur à la dépression? Oui, avant que je suis tombée malade, ça y est, je respire comme avant. Voilà. Même mes enfants, ils disent que des fois, les électrodes, ils chauffent, alors... Mais bon, ils ont oublié comment j'étais avant, je veux dire, parce que c'est vrai que pendant 6 mois, j'ai été vraiment inactive. 6 ans? 6 ans, pardon. J'ai été inactive et c'est vrai que les gens, ils ne me reconnaissent plus. Bon, je vais arrêter là. J'étais très content des résultats. C'est la première patiente qu'on a opérée. Si j'étais resté sur les indications de Myberg, je serais arrivé au même résultat que Bearden Study, mais j'ai essayé justement d'optimiser les paramètres de stimulation. J'avais obtenu le feu vert aussi de Monsieur Benabid, et donc j'ai réussi à réaliser ma cuisine avec des résultats qui sont effectivement, comme vous voyez, spectaculaires. Alors je ne vais pas vous passer à la deuxième vidéo où vous voyez, on va dire, le revers de la médaille, où en fait la rechute dépressive, elle était bien liée en fait à l'épuisement du stimulateur à ce moment-là, mais je l'avais découvert a posteriori une fois que. Donc c'est effectivement donc des travaux qui ont permis de montrer qu'il y a un intérêt de stimuler un certain hotspot pour obtenir des effets respectifs. Mais je pense que la sélection des patients est cruciale, de la même manière que l'optimisation de ces paramètres de stimulation. Il y a d'autres indications qui sont encore à l'étude dans tous les autres troubles qui sont d'allure compulsive, dont les troubles addictifs, l'anorexie mentale, la schizophrénie. Mais néanmoins, malgré le fait que c'est si prometteur, donc ça c'est la revue de presse que Marwan Hariz a faite à un moment donné, tout était très exciting and promising, mais en fait pourquoi ça reste, vous voyez bien, donc après des années à ce même stade, donc principalement, donc j'ai essayé de conduire une enquête en France parce qu'il y a un nombre de psychiatres très important qui savent même pas ce que ça veut dire, stimulation cérébrale profonde. Donc comment peut-on faire pour passer de 500 patients, un peu moins de 500 patients qui ont une stimulation cérébrale profonde actuellement en psychiatrie versus 300 000 en neurologie, pour les troubles neurologiques, tout simplement via une meilleure formation, une meilleure éducation des psychiatres, une meilleure implication des psychiatres dans ces stratégies-là. Et donc, si vous avez la curiosité, donc vous avez pu voir, il y a effectivement un livre que j'avais effectivement écrit avec un collègue néerlandais, et je voulais vous remercier à vous pour votre attention et aux différents collègues de l'équipe de recherche qui ont contribué à ces différents